D'abord, avant de commencer, je voudrais dire que mon propos, en fait, emprunte beaucoup aux travaux, en fait, de Paul Boccara, de Catherine Mills et de Jean Madiadas, et donc j'invite tout le monde à aller se référer à ces auteurs-là, en fait, pour approfondir un peu ce que éventuellement ils pourront tirer de ce que j'aurais pu expliquer à peu près correctement, j'espère. Donc, quelle est la question posée ? La question posée, c'est la protection sociale est-elle un facteur de développement économique ? En réalité, cette question pourrait faire sourire, tant elle paraît béotienne. Et pourtant, elle est totalement au cœur, en fait, des débats politiques contemporains en France, en Europe et partout dans le monde. On l'a vu ce matin et on l'a vu encore à l'instant. Et son traitement ainsi que sa réponse conditionnent explicitement la nature de la conclusion, je pense, en fait, de ce colloque. Je vous propose donc d'aborder, à partir du cas français, quelques axes de réflexion qui permettent de montrer que la protection sociale a bien été, j'ai un petit souci avec la distance, a bien été un facteur du développement économique dans les pays occidentaux développés, mais surtout qu'elle a été le moteur d'une efficacité sociale nouvelle au sortir de la guerre et qu'elle peut aujourd'hui encore constituer un moteur de sortie de la crise du capitalisme mondialisé et du développement planétaire. Protection sociale, donc, de quoi parle-t-on ? Sans entrer dans le détail de son périmètre, c'est-à-dire qu'est-ce que recouvre le social et qu'est-ce qui doit être protégé, ou de sa nature, physique ou monétaire, qui sont des points importants, en fait, mais que je ne traiterai pas ici. Il est important de définir ce que peut être la protection sociale pour préciser ce que pourrait être une protection sociale pour tous. Or, pour cela, il y a un passage obligé, c'est la question du financement de la protection sociale. Et cette question conditionne toutes les autres. Or, il y a deux façons génériques de penser la protection sociale sous cet angle-là. Ou bien elle est un filet de sécurité, ou bien elle est un objectif politique. Conçue comme filet de sécurité aux aléas du marché, elle est dans ce cas ce qu'on pourrait appeler un supplément d'âme sociale. Supplément d'âme parce que financé à partir des revenus tirés de la croissance, une fois déduite la rémunération primaire des facteurs de production. Social parce que devant impérativement être socialement et moralement d'ailleurs, donc accepté en fait par nos sociétés. Dans cette conception, la réponse aux besoins sociaux qu'elle incarne est alors tributaire des conditions du partage social et politique préalable de la richesse créée, définie lui-même autant par les marchés que par l'État. Pour le dire autrement, la taille des mailles du filet dépend de l'arbitrage imposé par la ponction du capital sur les gains de productivité. C'est un petit peu, comme le dit l'expression, la France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ou encore, en fait, comme les mots de notre président de la République récemment, le progrès social, c'est celui qu'on peut se payer soi. À l'inverse, conçue comme objectif politique, elle devient l'instrument social qui répond autant aux besoins sociaux qu'il conditionne la croissance et son partage. Auquel cas, son financement n'est pas tributaire d'un partage primaire de la richesse créée, mais bien d'abord un moteur du développement de cette richesse qui s'appuie sur et produit une efficacité sociale non tirée des marchés. De sorte que la mutualisation d'une partie des gains de productivité qu'elle incarne ici est à la fois la source d'une réponse à certains besoins sociaux et la condition d'une progression de la productivité du travail total. Cette mutualisation contribue à une meilleure efficacité productive des travailleurs et à un développement des débouchés aux productions. On retrouve dans ces deux conceptions inconciliables la structuration du débat économique, autant politique actuel et passé, sur la protection sociale et son évolution. Et au cœur de la différence entre ces deux conceptions, on trouve la distinction ou non du social et de l'économique. Il paraît donc clairement que ces deux approches de la protection sociale n'ont pas les mêmes effets sur le développement économique. Pour préciser un peu en fait ce propos général, il y a besoin d'un petit détour historique. Le débat que nous avons sur la protection sociale n'est pas nouveau. On le sait, on l'a vu. Le besoin de se protéger est coextensif de l'existence humaine. Il a longtemps été renvoyé à la charité et à la solidarité familiale. Et aujourd'hui encore, malgré des États modernes à peu près partout dans le monde, c'est encore le cas dans de nombreux endroits de la planète. La question est donc antérieure au mode de production capitaliste. Néanmoins, c'est en parallèle de son développement qu'il prend progressivement plusieurs formes qu'on lui connaît.
La première réponse cohérente en matière de protection sociale vient de la réponse, et c'est ancien, de la réponse de l'Angleterre ok, vous m'avez compris, voilà, au problème de la pauvreté. Précurseur avec ses lois successives sur les pauvres, elle a cherché à leur donner une certaine protection. La plus importante de ces lois date de 1601 et demeurera en vigueur jusqu'en 1834. Elle confère un droit à l'assistance à tous les membres d'une paroisse et à celle-ci l'obligation de l'assister en argent, s'il s'agit d'un enfant ou d'un invalide, ou sous forme de travail obligatoire, s'il s'agit d'un indigent valide, donc travail à domicile ou dans des ateliers collectifs, ce qui va donner les fameux ateliers qu'on connaît. Ce droit est remis entre les mains de l'Église et des notables. Celui qui refusait d'exécuter le travail relevait de la prison. Cette réglementation, en fait, permettait non seulement d'entretenir les pauvres, mais de neutraliser les déviants. Première forme des travailleurs dits libres. Et tentait donc de les intégrer, en fait, dans le monde du travail. On réprimera ainsi, en fait, la mendicité. La stigmatisation de l'état de chômeur associée à la paresse, par exemple, en fait, fait partie de l'héritage de ces pratiques. Les mesures de protection des pauvres, aussi répressives qu'elles soient, en fait, susciteront bien des controverses. Les économistes classiques comme Adam Smith, Ricardo, Malthus, fondateurs en fait du libéralisme économique, reprochent aux lois sur les pauvres de multiplier leur nombre en favorisant une natalité excessive, provoquant la baisse des salaires et le chômage. Au total, la pensée libérale du XIXe siècle s'opposa à toute aide systématique destinée à compenser les risques sociaux, alors que la liberté du travail et la concurrence contribuaient à augmenter en fait le nombre des indigents, le travail devenant en fait une marchandise. C'était l'enfer du paupérisme, c'est-à-dire un gâchis de la force de travail qui va finir par nuire à l'exploitation capitaliste, qui exige une force de travail stable et en bonne santé pour son développement. Ce débat sur la protection des pauvres va prendre une tournure particulière à partir du début du XXe siècle, et en particulier suite à la grande crise en fait de 1929. Cette crise financière, qui est d'abord une crise du capitalisme monopoliste européen, principalement, qui s'installe dans le monde dans le courant du XIXe siècle. Je rappelle pour ça les discours de Jules Ferry en fait sur les bénéfices de la colonisation française pour l'industrie nationale. Donc, s'installe dans le monde, en fait, dans le courant du XIXe siècle, trouve sa solution dans une remise en cause des dogmes économiques libéraux de la régulation par le marché et dans l'émergence d'une réflexion sur le rôle de l'intervention publique dans l'économie. Alors, évidemment, on ne peut pas oublier que durant tout ce XIXe siècle, la mutualité ouvrière va se développer, sans que les pouvoirs publics, en fait, puissent s'y opposer réellement. Ce qui conduira d'ailleurs le patronat à s'y intéresser pour mieux la contrôler et empêcher son glissement vers le syndicalisme, qui ne réussira pas vraiment. Et prendra la forme en fait du paternalisme social, qui désigne précisément l'octroi d'une protection sociale de services associés en contrepartie à un contrôle social. Ou encore des institutions de prévoyance et de retraite directement pilotées par le patronat, soucieux aussi d'attirer et de fixer la main-d'œuvre qualifiée et compétente. Reste que le développement du capitalisme monopoliste va accentuer les difficultés d'existence et rendre insuffisants ces mécanismes de solidarité ouvrière mutualisée dominés par le patronat. Et cela malgré des batailles politiques et syndicales importantes et des conquêtes sociales remarquables, comme les fameuses retraites ouvrières et paysannes, telles que donc celles avancées en fait dans les années 20. En France, et bien que le début du XXe siècle verra avec le radicalisme républicain et à partir des thèses de Durkheim, l'émergence de ce qu'on a appelé en fait le solidarisme, Léon Bourgeois, qui servira la justification en fait d'une intervention de l'État, tout particulièrement dans le champ du social, le tournant donc d'une réponse adaptée à la fois à la crise du capitalisme des années 30 et aux évolutions de la société occidentale. Ce tournant-là, en fait, c'est la création de la sécurité sociale en 1945. Comme le rappelait Jean Magnadas en 2003 dans une conférence à l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Je cite, « La maturation des idées sociales au sein de la résistance se trouve dans le programme du CNR qui se prononce pour, ouvrez les guillemets, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des assurés et de l'État, et une retraite permettant aux vieux travailleurs de vivre dignement leurs jours. » Fermez les guillemets. En 1945, la sécurité sociale s'impose comme une pièce essentielle
des réformes voulues donc par la nation au sortir avec la résistance. Le modèle français est une synthèse originale et constitue l'une des réalisations les plus durables issues de la libération. Pierre Laroque, un des participants à la fondation en fait de la sécurité sociale, Pierre Laroque donc a pu dire, je cite, « La France est sortie de la guerre particulièrement meurtrie, les vieux cadres sont brisés, il faut reconstruire, il faut faire du neuf, et c'est ça qui est important, ce qui vient après, sous l'angle social comme sous l'angle économique. » Fermez les guillemets. C'est une réaction, en fait, à l'insuffisance des législations existantes. De la déjà longue histoire des assurances sociales émergeaient deux modèles. Le système à la Bismarck, le système à la Beveridge. Une dénomination contestable, on donnera le nom d'État-providence, en fait, à l'un comme à l'autre. Le système Bismarck, dit d'assurance sociale, est le premier à être créé. L'Empire allemand, au lendemain de cette victoire sur la France, celle de 1870, devra faire face à une forte offensive socialiste et à l'essor, en fait, du mouvement syndical. Le chancelier, alors Bismarck, pour l'endiguer, va présenter au Reichstag un projet de loi obligeant les employeurs à s'assurer contre les accidents du travail. Les assurances maladie seront rendues obligatoires en 1880 pour les ouvriers touchant des bas salaires. On est toujours, en fait, en direction des plus pauvres. Et les 2/3, en fait, des cotisations seront financées par ces mêmes salariés. En 1889 seront instaurées les assurances vieillesse et invalidité. La sociale politique est ainsi née. Elle rompt avec les principes du libéralisme traditionnel du XIXe siècle pour adopter ceux de la social-démocratie et du réformisme. Donc après avoir expérimenté le système Bismarck, la Grande-Bretagne inventera son propre modèle, le système Beveridge. Lord Beveridge avait été chargé par Churchill en 1940 de réfléchir aux conséquences de la crise des années 30 et de la guerre. Il va proposer en 1942, dans un rapport inspiré des théories keynésiennes, une première réflexion d'ensemble en fait, sur le rôle de la sécurité sociale. Son système prolonge et élargit en fait, le système Bismarck en reposant sur 3 principes nouveaux, l'universalité, l'unicité, l'égalité. Indépendamment de sa situation professionnelle, tout citoyen doit être protégé contre tous les risques sociaux. Le système sera mis en œuvre rapidement par la majorité travailliste après la guerre, qui succède donc au gouvernement d'union nationale. Le Royaume-Uni deviendra ainsi la référence historique de l'État-providence national et, avec la Suède, le symbole de la social-démocratie. La caractéristique des réflexions de Beveridge, c'est en même temps d'inclure la recherche du plein emploi et la couverture en fait, des risques sociaux. Il fait ainsi écho à l'émergence dans la pensée économique de la théorie keynésienne, reconnaissant entre autres l'insuffisance du marché du travail à générer un équilibre et l'existence en fait, d'un chômage involontaire. Le système français, quant à lui, en fait, va s'inspirer des 2 systèmes précités, mais en s'efforçant de les dépasser par la construction d'une articulation encore plus forte entre le social et l'économique. Ça m'énerve, pardon. Le plan français, en fait, de sécurité sociale va alors emprunter au rapport Beveridge les principes d'universalité et d'unité, prévoyant que toute la population doit être couverte pour l'ensemble des risques sociaux par une organisation centralisée. Et sur le plan du financement, il va reprendre les principes en fait bismarckiens avec un financement par la cotisation sociale calculée sur sa base salaire. Ainsi, il combinera le principe de solidarité nationale à la solidarité professionnelle. Mais son originalité est de dépasser les 2 modèles en dépassant la dichotomie entre l'économique et le social. En articulant solidarité nationale et solidarité professionnelle, il pose que les dépenses sociales sont un moyen d'enclencher un autre type de progression de la productivité du travail, contribuant au développement de la capacité productive de valeur ajoutée des salariés. Il participe ainsi au nouveau mécanisme de régulation qui marque le passage au capitalisme monopoliste d'État social et contribue à la phase d'essor du système économique de 1945 à 1967. Destiné à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques susceptibles de réduire ou supprimer la capacité de gain, à couvrir les charges de maternité ou de famille, la sécurité sociale tend à s'émanciper du revenu et à dépasser ainsi les limites du salaire, inclus dans la mutualité, en affirmant que chacun
contribuera au financement socialisé selon ses moyens. Mais il pose en même temps une couverture qui s'émancipe des principes assurantiels en revendiquant en fait que chacun soit couvert selon ses besoins. La promotion en fait de ces principes révolutionnaires tient évidemment au rapport de force politique favorable aux forces progressistes, rapport construit pendant la résistance en fait à l'occupant nazi et la libération, mais cela ne retire en rien en fait à la créativité de ses initiateurs. La création de la sécurité sociale par les ordonnances de 1945 est encore aujourd'hui la matrice du système, peut-être plus pour longtemps, la matrice du système français, malgré les atteintes en fait qui lui sont portées. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle traduit une aspiration des peuples à un ordre social de paix et de progrès social, qui s'ancre à la fois dans les souffrances en fait de la guerre du conflit, mais qui renvoie aussi en fait à un dépassement de la situation vécue, et dont la conférence de l'OIT à Philadelphie en 1944 se fera l'écho. S'il est important et nécessaire de rappeler avec constance, tant il est négligé dans les discours, là c'est volontaire d'affirmer comme ça, tant il est négligé dans les discours officiels le rôle joué par le Parti communiste français et la CGT dans la mise en œuvre de la sécurité sociale et l'opposition systématique de la droite, y compris gaulliste, dès les débats qui annoncent sa création, il est tout aussi nécessaire et important de souligner que la création de la sécurité sociale a été un moment fort, très fort, du rassemblement de tous les progressistes. On ne peut pas décemment ignorer le rôle joué en fait par Alexandre Parodi, opposant au régime de Vichy et chargé de travailler pendant la guerre à une politique de sécurité sociale avec Pierre Laroque par le général de Gaulle. On a très justement insisté sur le rôle immense de Croizat, ministre communiste du Travail du gouvernement provisoire, mais il serait injuste d'oublier aussi les autres militants de la CGT comme Georges Buisson ou Henri Reynaud, tous deux en fait secrétaires de la CGT. L'action de Croizat sera décisive dans la création de l'institution et se prolongera dans sa mise en place, en partie aussi parce qu'il a su s'entourer de collaborateurs remarquables, comme son directeur de cabinet, le maître Villard, et d'autres antifascistes, de Pierre Laroque, de Francis Netter, à l'époque directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail, de Francis Netter, son adjoint, éminent en fait spécialiste de l'actuariat et qui restera à la CGT après sa scission. Et d'ailleurs représentera la CGT au Conseil national des assurances. Tous aideront Croizat dans le combat de la mise en place, dans des délais extrêmement courts, des nouveaux organismes. Et ce fut une réussite notable. Au total, la sécurité sociale jouera un rôle positif sur la conjoncture économique et pour le maintien du niveau de vie. Ce qui sera parfois oublié en fait, dans les controverses en fait, sur cette question. Ce rôle de régulateur, ces bienfaits seront sous-estimés, méconnus et contestés par les libéraux. Alors que pourtant, la réduction des inégalités devant l'accès aux soins atténue la conflictualité. Elle concourt à une force du travail en meilleur état, ce qui porte des effets positifs pour la productivité. Une retraite décente contribue à développer une demande de consommation utile et à réduire les charges sociales nationales provoquées par l'indigence des vieux. Une prise en charge, en fait, du coût d'élevage, ça s'appelle comme ça, je suis désolé, coût d'élevage de l'enfant, réduit le poids de la famille sur les revenus des ménages et, in fine, sur l'économie. Reste que ces effets positifs seront niés par le patronat et une grande partie de la droite, sur la base d'arguments qui continuent encore à résonner dans nos oreilles aujourd'hui, tels que les effets inflationnistes de la sécurité sociale, argument des politiques de rigueur de droite comme de gauche, la réduction de l'épargne nuisible à l'investissement, les impacts néfastes sur les coûts des entreprises qui réduiraient leur compétitivité, l'explosion des coûts des prestations qui sera incontrôlable, on vit tous au-dessus de nos moyens, etc., etc. Tout cela nécessiterait donc pour les libéraux de réduire le poids de la sécurité sociale. En réalité, on retrouve rassemblés l'essentiel des attaques contre la Sécu portées par le patronat dans le rapport du CNPF de 1965 intitulé, je vous invite à aller voir, « La sécurité sociale et son avenir ». Ce rapport donnera d'ailleurs corps aux ordonnances de 67 qui renforcent la pénétration patronale dans la gestion des caisses de la sécurité sociale et affaiblissent la place des organisations syndicales, en même temps qu'elles font éclater l'unité, un des fondements de la Sécu, du régime général. Alors pourquoi aborder aussi longuement la création de la sécurité sociale ?
Alors que ce mouvement en fait de développement de la protection sociale a été française, sécurité sociale française, pardon, alors que ce mouvement de développement de la protection sociale a été un phénomène mondial à partir des années 30, et que ce système français constitue une originalité dans l'ensemble des systèmes de protection sociale. Simplement parce que ce modèle de développement, assis sur un modèle social de promotion de la dépense publique et sociale, a donné à voir une couverture, un mode de couverture des populations qui ne soit pas seulement une réparation des injustices, mais qui soit aussi un moteur du développement économique et social. Comme l'a souligné Catherine Mills dans ses travaux, ce modèle social a constitué une réponse historique originale aux difficultés de la longue phase dépressive de l'entre-deux-guerres, dans la mesure où il a été une pièce décisive des nouveaux mécanismes de régulation permettant de contrecarrer les processus cumulatifs de déséquilibre socio-économique et de couvrir les coûts sociaux liés au type de progression de la productivité du travail. Pour le dire plus simplement, il a permis de répondre à la dynamique des besoins sociaux et participer à la reproduction de la force de travail en la maintenant en bon état de marche, si je peux dire, en accroissant sa capacité à produire de la valeur ajoutée. Les conditions de la croissance d'après-guerre, nouvelles technologies, intensification du travail, production de masse, etc., vont d'ailleurs impliquer la prise en compte de la qualification, de la santé, de la prévention, de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une partie du coût de la reproduction de la force de travail a pu être assurée grâce à un financement public socialisé. Si le salaire constitue la forme marchande de la reproduction de la force de travail, les transferts sociaux y participent en dehors du salaire, dès lors que le salaire n'est plus la forme unique de la reproduction de la force de travail. L'excès des économies relatives du capital sur les salaires est ainsi partiellement et provisoirement compensé par le développement des transferts sociaux. Ainsi, le système de protection sociale a permis de contrecarrer la suraccumulation du capital par des formes nouvelles de dévalorisation structurelle du capital. Il a constitué une contre-tendance originale à la baisse du taux de profit, puisqu'il a élargi les profits réalisés et le développement des richesses produites à partir d'une force de travail mieux formée, mieux reposée, mieux logée, bénéficiant de meilleures conditions de travail et de vie, plus motivée et dynamique. Le financement socialisé est un prélèvement sur la valeur ajoutée créée dans l'entreprise, orienté vers des prestations sociales qui contribuent au développement de la capacité productive de la valeur ajoutée des salariés. Ainsi, le système de protection sociale, t'inquiète pas, articule la relance de la consommation et de la production, la sphère de la distribution et la sphère de la production. Il contribue à l'élargissement des débouchés intérieurs des entreprises par une vaste solvabilisation de la demande grâce aux transferts sociaux. Il élargit la consommation privée et collective, stimule les débouchés des entreprises et donc l'incitation à investir. Il stimule aussi l'emploi et la production. Dès lors, la promotion du travail vivant devient moteur de progrès économique. Les prestations participent à un autre type de progression de la productivité du travail. Cette réponse au processus de suraccumulation du capital s'est avérée efficace. Elle a permis de s'inscrire dans une phase de croissance qui durera jusqu'en 1967. Pour autant, elle ne constitue pas un remède obligatoire ni éternel aux contradictions du capitalisme. Elle reste le produit d'un rapport de force politique et sociale et par nature évolutif. La protection sociale se transforme historiquement en fonction des besoins, des problèmes concrets à résoudre et des modifications du rapport de force entre acteurs économiques, politiques et sociaux. Et de fait, le système de protection sociale n'est pas exempt de contradictions. D'un côté, il concourt à émanciper partiellement la protection sociale des limites du salaire. De l'autre, il organise la reproduction du système économique en participant aussi à la reproduction des rapports sociaux qui le caractérisent. Et même s'il fournit un type nouveau de contre-tendance à la suraccumulation du capital, il ne peut pas s'opposer totalement et de manière irréversible à un type biaisé de production de la productivité du travail, assis sur le gonflement du capital matériel et financier, générateur d'économies relatives de travail vivant, c'est-à-dire le chômage. Ces facteurs de crise de structure apparaissent en réalité entre 1967 et 1973. Ils annoncent le déclenchement d'une nouvelle longue phase de difficultés, du cycle Kondratiev,
À partir de cette période, on constate un gonflement de la composition organique du capital. Composition organique du capital, pour ceux qui ne savent pas, c'est C sur V, capital constant sur capital variable. Tandis que le capital, en fait, constant est accumulé dans les machines, des économies massives sont réalisées sur le travail vivant afin de relever le taux de plus-value. En résulte une nouvelle intensification du travail, une dégradation des conditions de travail et l'augmentation des accidents et maladies professionnelles, une montée du chômage et, in fine, le tassement de la progression de la productivité du travail. Les mécanismes de régulation ne suffisent plus à contrecarrer les excès de la suraccumulation capitaliste et on assiste à la montée des déséquilibres cumulatifs qui caractérisent l'entrée dans une nouvelle crise systémique, celle que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Or, cette crise systémique a des conséquences lourdes sur la régulation du système de protection sociale, son équilibre financier et sa capacité à répondre à ses missions. Pour la simple raison qu'il devient de plus en plus difficile de colmater les effets de la crise par la montée du chômage et des inégalités sociales. L'équilibre financier du système se trouve compromis en raison d'un effet de ciseau bien connu. D'un côté, le décrochage entre des recettes limitées par les économies sur les salaires, et de l'autre, la hausse en fait, des dépenses sociales obligées de s'étendre pour couvrir les coûts sociaux en fait, de la crise et les besoins nouveaux. Cela se traduit par l'explosion des déséquilibres financiers de la sécurité sociale, mais aussi des acteurs publics de la protection sociale. Explosion accentuée avec la crise de 2008 et la récession de 2009-2010 et la crise des dettes publiques. Pour donner des ordres de grandeur, de 1949 à 1967, les dépenses sociales s'élèvent de 12% à 17,5% du PIB. C'est le résultat, en fait, de la montée en charge du système de sécurité sociale, donc maladie, famille, retraite, mais aussi, en fait, de son rôle dans la dynamique de la hausse, de la création des richesses. La hausse du PIB, en fait, absorbant une part importante, en fait, de la hausse des dépenses. Mais à partir de 1967, la part des dépenses sociales dans le PIB croît massivement pour atteindre 22,7% du PIB pour la sécurité sociale. Et quand on prend en fait l'ensemble de la protection sociale française, on atteint en fait 33,6% de la richesse créée en fait absorbée par la dépense sociale. Juste une incise ici, en fait, cette évolution est similaire en fait dans tous les pays occidentaux. Je ferme la parenthèse. Cette tendance à l'accroissement en fait, de la dépense sociale n'a cependant rien d'anormal. Elle est même un signe de bonne santé d'un pays en développement. Elle signe que les besoins sociaux de la population croissent parce que les possibilités le permettent. C'est l'augmentation de l'espérance de vie, l'évolution des sciences et des techniques médicales, etc., etc. Et elle signifie aussi en fait, que les dépenses pour maintenir la productivité du travail augmentent. Ce qui exprime à la fois des aspects négatifs, liés, on l'a vu ce matin, la CGT le rappelait, liés à l'intensification en fait, du travail, mais aussi des aspects positifs, comme ceux liés à la révolution informationnelle, avec l'augmentation du besoin de formation, etc., etc., et des qualifications, etc., etc. Mais la hausse des dépenses sociales dans le PIB signifie aussi qu'elle ne réussit plus à maintenir la croissance du taux de profit et à enrayer en fait, les déséquilibres économiques et sociaux. Et de fait, prise sous l'angle du patronat et des détenteurs du capital, elle devient un handicap à la valorisation du capital et à sa rémunération. La conséquence est immédiate. Dès la fin des années 70, l'objectif politique du patronat, de la droite et de ce qui viendra plus tard, les sociolibéraux, est de ramener le rythme de croissance de la dépense sociale à celui du PIB. Principe institutionnalisé par le plan Juppé de 1996. Cette politique de maîtrise comptable, annoncée comme incontournable, est aussi imposée par le type de construction européenne, en particulier les critères du traité de Maastricht et du pacte de stabilité, avec l'obligation en fait, de maintenir le déficit public et social à 3% du PIB et le stock de dette à 60% du PIB. Tous les moyens, toutes les réformes seront déployées à cette fin. De l'étatisation de la sécurité sociale, comme sa réforme institutionnelle visant à assurer une maîtrise patronale sur les évolutions, à la baisse des cotisations patronales, qui va accentuer en fait la fiscalisation des recettes de la sécurité sociale et transférer de fait progressivement sur les seuls ménages la charge du financement de la sécurité sociale, en passant en fait par la baisse du niveau des prestations sociales pour la population
qu'on voit, et le réaménagement de l'offre de soins et tout le team, en fait, tout ce qu'on a vu en fait depuis maintenant 15 ans, tous ces moyens en fait incarnent en fait sont le contenu des réformes. Excusez-moi, je suis perdu. Donc à titre d'illustration, par exemple, la part des cotisations patronales, un élément. Part des cotisations patronales, puisqu'on en a discuté, il m'a demandé le chiffre il y a quelques jours. La part des cotisations patronales dans les recettes totales du régime général est passée de 58,4% en 1968 à 39% aujourd'hui. La cotisation sociale, c'est une prise sur les profits. On l'a dit tout à l'heure. Oui, presque. Je peux mettre un devant. Et le gouvernement envisage d'élargir le champ en fait, des exonérations générales patronales jusqu'à 3,5 SMIC. On l'a tous entendu à la télévision ou à la radio. C'est-à-dire que 95% du salariat sera concerné par une exonération totale ou partielle de cotisation patronale. Sauf que cette méthode, pour résoudre les déficits, est un remède pire que le mal. Dans la mesure où les plans de réduction des prestations et la montée des prélèvements et de la participation personnelle des ménages tendent à compromettre le rôle régulateur du système de protection sociale dans l'économie, ils aggravent la crise systémique dans laquelle nous sommes. En comprimant le pouvoir d'achat des ménages, des prélèvements plus importants mais des prestations minorées, on déprime la consommation privée et collective, donc les débouchés intérieurs des entreprises. Et on freine l'incitation à investir tout en nourrissant le chômage. Et implicitement, on encourage le patronat à rechercher la flexibilité à la baisse des salaires, la dérégulation du marché du travail et la réduction des dépenses sociales, ce qui tend à freiner la progression de la productivité du travail total. Tout ceci concourt à limiter la croissance réelle, à encourager son faible contenu en emploi et en salaire, étant à contrario à priver le système de protection sociale de ressources, ce qui engendre une nouvelle montée des déficits. La crise du système de protection sociale et les conséquences des réformes engagées participent ainsi à la crise des mécanismes de l'ensemble de la régulation du système économique et social. Je fais ici une autre incise rapidement. Cette situation, en fait, contribue à encourager le capital à organiser sa rémunération sur d'autres bases, notamment une base financière. Ne trouvant plus de ressources suffisantes dans l'économie réelle, les capitalistes vont chercher la hausse des profits financiers en facilitant la pénétration de la finance dans les gestions d'entreprise, jusqu'à parvenir à modifier les logiques de gestion des entreprises et à mettre en avant en fait ce qu'on a entendu en permanence, c'est-à-dire à ne considérer dans la gestion en fait que la remontée de valeur pour l'actionnaire, que la valorisation actionnariale, illustrant ainsi de fait la prise de pouvoir de la finance sur l'économie réelle. Une des raisons majeures des évolutions de la protection sociale aujourd'hui, je ferme la parenthèse, mais pas vraiment. Car si la crise du système de protection sociale et les conséquences des réformes engagées participent ainsi à la crise des mécanismes de régulation du système économique et social d'ensemble, l'incapacité à résoudre les contradictions pousse aussi à l'émergence d'autres modèles de protection sociale visant à remplacer les modèles sociaux, comme notre modèle français, social français, par des conceptions marchandes de la protection sociale, organisant une dichotomie marquée entre le social et l'économique. C'est notamment la proposition qu'avait formulée la Banque mondiale en 1994 et l'OCDE par la suite, dans son livre vert, je crois, de mémoire. Ce nouveau modèle défendu par les organisations internationales et le capital international s'articulerait en 3 niveaux. 1. Au nom de l'universalité, un premier étage concernerait une protection minimale à la solidarité nationale et déconnectée de l'entreprise. Le financement de ces risques serait assuré par l'impôt et les prestations ciblées sur les plus démunis. Deuxième étage, il concernerait une protection obligatoire de base liée au travail, financée par des cotisations, mais en visant leur réduction et leur recentrage sur les risques dits contributifs. Mais ce financement ne devrait pas être pénalisant pour l'emploi et répondre à une conception assurantielle classique. Je reçois selon ma contribution. Et enfin, un troisième étage instituerait une protection complémentaire libre et facultative pour ceux qui s'estimeraient insuffisamment couverts. Il est remarquable dans ces 3 niveaux de voir à quel point la succession des réformes de la protection sociale en France, mais partout
partout dans le monde, engagée depuis 20 ans, suit cette cohérence rigoureuse. Toutes les réformes depuis le plan Juppé répondent par touches successives à cette orientation générale formulée par la Banque mondiale. Alors, vous me direz, que faire? Eh oui, on regarde ou on bagarre. L'histoire de la protection sociale nous enseigne, contrairement à la doxa ambiante, qu'elle est la résultante en fait de longues luttes sociales et politiques. C'est toujours l'action de masse qui permet de la défendre et de la promouvoir en l'actualisant pour répondre aux défis du XXIe siècle. Or, ces luttes ne seront porteuses d'avancées réelles que dans la mesure où le diagnostic de la situation pourra être fait et où des propositions novatrices seront appropriées par les acteurs de ces luttes. Et on est le démarrage, enfin du moins j'espère, ces colloques est le démarrage en fait de cette démarche-là. Alors en guise de conclusion, on te rassure, de cette intervention déjà bien longue, c'était écrit, je voudrais suggérer au débat quelques axes de propositions de travail visant à instituer une protection sociale pour tous. Premier axe, pour la France et la sécurité sociale en particulier, il y a besoin d'engager une réforme d'ensemble du financement de la sécurité sociale qui lui donne une nouvelle efficacité économique et sociale. Je m'explique. De PLFSS en PLFSS, les choix politiques opérés ont réduit les dépenses de prestations sociales aux populations et les prélèvements des cotisations sociales sur les entreprises. Mais ni la réduction du périmètre de prise en charge socialisée, ni le transfert des entreprises sur les ménages du financement des recettes par leur fiscalisation n'ont permis de résorber réellement les déséquilibres financiers de la sécurité sociale. Et même si j'ai entendu ce matin Jacques Rigaudia, un ami, un camarade, c'est le dire, l'équilibre actuel de la sécurité sociale, effectivement, atteint, c'est l'équilibre comptable, c'est fait à un prix social terrible, terrible. Donc non, les choses ne sont pas réglées. Donc, n'ont pas permis de résorber les équilibres financiers de la sécurité sociale. Et pour cause, les déficits structurels de la sécurité sociale ne s'expliquent que par un manque à gagner du côté des recettes, imputable principalement au ralentissement de la masse salariale. Lui-même conséquence directe de la montée du chômage, de la précarisation de l'emploi, revendiquée au nom de la baisse du coût du travail et de la financiarisation des gestions d'entreprise. Or, cette financiarisation des gestions accentue un partage de la valeur ajoutée en faveur des profits contre les salaires et pousse même ces gestions à valoriser les profits financiers plutôt que les profits tirés de leur activité réelle. Des profits financiers qui ne participent pas au financement de la sécurité sociale. Pire, qui se développent contre la croissance réelle. Cancer de l'économie, ces revenus financiers bruts des entreprises, qui sont aussi le coût du capital qu'elles payent, doivent pouvoir être mis à contribution. Si on prend dans un sens restrictif ce coût du capital, ces revenus financiers bruts, c'est-à-dire que si on comptabilise simplement la rémunération des actionnaires et les intérêts d'emprunt, ils représentent de l'ordre, selon les chiffres de la comptabilité nationale, de l'ordre de 320 milliards d'euros aujourd'hui. Si on leur appliquait les taux de cotisation patronale de chaque branche, cette cotisation sociale additionnelle nouvelle, donc, générerait de l'ordre de 85 milliards d'euros de recettes nouvelles, immédiatement. Cette contribution sur la finance, qui dépasse largement les besoins de financement actuels de la sécurité sociale, permettrait de mener une politique sociale active, répondant aux besoins sociaux non satisfaits et à venir. Et en rendant le coût de ces revenus plus élevé, cette cotisation sociale additionnelle permettrait d'engager effectivement un combat contre la financiarisation en incitant à réorienter l'activité économique vers la croissance réelle. Mais comme cette source de revenus ne serait pas pérenne par construction, puisqu'on ne veut pas en fait asseoir le financement de la Sécu sur les revenus financiers des entreprises, et donc sur la finance. Donc comme cette source de revenus ne serait pas pérenne par construction, il faut instituer un dispositif qui modifie structurellement les conditions du financement de la sécurité sociale. Et ce dispositif, parmi les propositions qui sont faites, je vous propose en fait la modulation des cotisations patronales en fonction des politiques d'emploi des entreprises. Le mécanisme est simple. Dans un mouvement général de hausse des cotisations patronales, il s'agit, dans une branche donnée, de moduler la cotisation patronale en fonction du rapport masse salariale sur valeur ajoutée.
illustration, pour une entreprise, si ce rapport est plus petit que celui de sa branche, c'est-à-dire si elle préfère accroître sa valeur ajoutée en faisant des économies sur l'emploi et les salaires, et qu'elle préfère donc développer les revenus financiers, alors son taux de cotisation sera augmenté. Et inversement. La logique est fondamentale. Il s'agit moins de punir les vicieux et de récompenser les vertueux que de dissuader la course à la croissance financière et aux économies massives sur l'emploi et les salaires, en responsabilisant les entreprises socialement et solidairement sur l'emploi, les qualifications et les salaires. Il s'agit d'engager le combat contre des critères de gestion essentiellement tournés vers la rentabilité financière immédiate, je ne regarde pas, et d'enclencher un nouveau type de croissance économique et sociale centré sur le développement de la ressource humaine. Je finis. Deuxième axe, je vais plus vite. Pour la France et l'Europe, créer une sécurité d'emploi et de formation. Cette bataille française sur la cotisation sociale, qui pourrait aussi être une bataille des pays dont la cotisation est au cœur du financement de leur système de protection sociale, doit s'accompagner en parallèle d'une bataille pour le développement et la sécurisation de l'emploi. Le chômage et la précarisation de l'emploi et des revenus sont à la source des difficultés des systèmes de protection sociale. Que ceux-ci, d'ailleurs, relèvent de la cotisation sociale ou de la fiscalité, dans la mesure où les prélèvements fiscaux pèsent fortement sur les ménages. Or, si les choix de gestion des entreprises pèsent sur la sécurité de l'emploi, le développement de la révolution informationnelle, elle, modifie aussi le cadre de la stabilité de l'emploi que nous avons connu jusqu'à présent. Il favorise flexibilité et mobilité des salariés. Mais jusqu'à présent, la conjugaison de la financiarisation et de la révolution informationnelle ne se sont traduits que par le développement du chômage et une régression des protections des salariés, dont la réforme Macron du Code du travail est la dernière illustration en date. La flexibilité et la mobilité des salariés ont toujours bénéficié au capital aujourd'hui. Pourtant, il est tout à fait possible d'envisager un cadre institutionnel qui permette une flexibilité et une mobilité choisies par les salariés, base de liberté nouvelle. C'est ce que propose la sécurité d'emploi et de formation du PCF, mais aussi en fait la sécurité sociale professionnelle de la CGT. L'objectif est de construire progressivement les moyens d'une mobilité professionnelle choisie par les salariés, par la formation, sans perte de revenus, tout au long de leur trajectoire professionnelle. Il s'agit d'organiser, au moyen d'un service public de l'emploi et de la formation nouveau, associant les institutions actuelles, mais réformées, une possibilité de rotation emploi-formation-emploi des salariés qui garantirait le maintien de leurs revenus d'activité. Cela n'empêcherait pas les entreprises de rompre les contrats de travail, mais pour les salariés, cette rupture ne conduirait pas à la casse chômage. C'est un objectif social et ambitieux, puisque, en réalité, il ne s'agit rien de moins que de travailler à l'éradication du chômage et, de fait, du marché du travail, en supprimant la précarité intrinsèque qui caractérise le salariat capitaliste. Mais cet objectif permettrait d'assumer alors une continuité de financement pour la protection sociale. Et je finis sur le troisième axe. Et c'est vite fait. Troisième axe, pour l'Europe et le monde. Oui, le monde. On a de l'ambition. C'est la création d'un fonds de financement en fait, des services publics et de l'emploi permettant de développer la protection sociale. Je me contenterai ici en fait, de formuler la proposition pour l'Europe en renvoyant d'ailleurs à la note de Denis Durand publiée par la Fondation Gabriel Péri qui s'intitule en fait « Financer l'expansion des services publics en Europe ». Mais il est clair, et qu'on trouve sur la table à l'entrée, mais il est clair que cette proposition est transposable aussi à l'échelle mondiale via le FMI et ses droits de tirage spéciaux. L'objectif de cette proposition est de créer un fonds de développement économique et social et environnemental européen pour financer le développement des services publics dans chaque pays européen à partir de la création monétaire de la BCE qui aujourd'hui ne sert que les banques, les grands groupes internationaux et les marchés financiers. En effet, on aurait tort de croire que la BCE est déconnectée des enjeux du moment. La Grèce en a été l'illustration, c'est pas la peine d'y revenir. Enfin, si, il faudrait y revenir, mais en tous les cas, pas ici. Mais une illustration est sous nos yeux. Parce que la BCE agit en créant en fait de la monnaie massivement aujourd'hui. Elle fournit actuellement 769 milliards d'euros aux banques pour les refinancer. Elle rachète sur les marchés des titres des dettes à hauteur, et aujourd'hui ça représente en fait 2180 milliards d'euros.
c'est son fameux quantitative easing. Et tout cela à taux faible, parfois négatif. Mais à chaque fois, sans aucune condition sociale, écologique ni productive sur l'utilisation de cet argent. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que l'argent et la production, économiquement, cela doit être séparé du social et de l'emploi. Et donc elle n'a pas à s'intéresser à ce à quoi l'argent qu'elle crée est utilisé. Or, quand la BCE vous dit ne pas s'intéresser à son argent, cela veut dire en fait que cet argent sert directement les profits dans la spéculation, la finance, la fusion-acquisition, comme par exemple on a aujourd'hui avec la fusion Alstom-Siemens. Pourtant, en matière de protection sociale, et j'y arrive à la fin, en Europe par exemple, les efforts à faire pour assurer un haut niveau de protection sociale sont énormes. À la fois pour revenir sur les régressions qui pèsent sur les populations, qui en avaient une correcte avant, et qui commencent à se voir aujourd'hui sur l'état de la population. Je rappelle quand même que les derniers chiffres de l'OCDE 2017, ceux de juillet 2017, constatent qu'en France, l'espérance de vie à la naissance a baissé. Elle a baissé en fait de 0,3 mois, en fait de 0,3 ans, pardon, pour les hommes et 0,4 mois pour les pas ans toujours pour les femmes. Ça servirait en fait à ça, à combattre ça, mais aussi en fait à développer une protection sociale dans les pays européens qui n'en ont pas encore, et en particulier dans ceux en fait de l'ex-bloc soviétique. C'est à cela que devrait pouvoir servir la création monétaire de la BCE, répondre aux aspirations des peuples européens et rendre les économies européennes plus efficaces tout en stimulant la demande. Eh bien, il est possible de le faire. 30 secondes. Ok, possible de le faire, je peux. Yes, I can. Dès maintenant, de mobiliser la création monétaire, particulièrement celle des banques centrales qui constituent l'eurosystème, sous forme de prêts à long terme et à taux d'intérêt réduit, pour des projets en fait, de développement de services publics démocratiquement élaborés, décidés et contrôlés dans leur réalisation de façon décentralisée dans les différents pays membres de l'Union européenne. Un fonds de développement économique, social et environnemental solidaire européen pourrait le faire sur la base d'une organisation créant les conditions d'une intervention directe des citoyens et de leurs représentants locaux, régionaux, nationaux, en vue de partager les moyens d'une maîtrise nationale et populaire de ces décisions. Il pourrait le faire immédiatement, sans avoir besoin de modifier les traités, puisque ceux-ci autorisent le refinancement, c'est l'article L121.1, L121.2, L121.3, du TCE, autorise en fait le refinancement par la BCE des institutions financières européennes, ce qu'est ce fonds que nous appelons en fait à créer. Concrètement, en zone euro, ce fonds serait dévolu aux dépenses pour développer les services publics, et en zone hors euro, notamment dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, ce fonds serait dévolu à l'élévation des niveaux de protection sociale, en finançant en fait l'amélioration de ce niveau de protection sociale. Cette proposition pourrait être portée, et j'arrive, par un ou plusieurs gouvernements dans une démarche conjointe pour sortir des impasses actuelles de la construction européenne en contribuant à la refonder, alors même qu'aujourd'hui, on nous appelle à poursuivre et à continuer en fait d'asseoir la construction européenne sur ce qu'elle est et ce qu'elle a construit jusqu'à présent. C'est le projet de Macron. Merci. Voilà, non, j'ai pas fini, juste une phrase. Je veux le dire, juste une phrase, voilà. Et je sais en fait que l'ambition, cette ambition, ces propositions-là, qui revendiquent une maîtrise de la sphère de la nécessité, si ça rappelle à quelqu'un, pour épanouir le règne de la liberté, peut sembler en fait à beaucoup une vue de l'esprit. Et je ne les blâme pas en fait de le penser, mais je veux leur rappeler les mots d'un homme dont personne ici n'ignore l'ampleur de la tâche qu'il dut accomplir. Il s'agit du regretté Nelson Mandela et de sa volonté d'abattre l'apartheid en Afrique du Sud. Et ces mots, les voici. En fait, ils sont connus pour la plupart d'entre nous, mais c'est toujours utile de le répéter. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Merci.